Que vous soyez chef de grande, moyenne, petite ou micro-entreprise, si vous nous suivez en ce moment, installez-vous confortablement. Nous sommes à un rendez-vous qui vous concerne particulièrement. Vous avez désormais l'obligation de délivrer des factures normalisées à vos clients au moyen des machines électroniques certifiées de facturation. Ceci en respect du Code général des impôts. Vous êtes donc invité à acquérir en fonction de vos besoins l'un des modèles de machines certifiées. Le dernier délai pour vous, pour ceux qui ne sont pas encore en règle, donc c'est bien le 29 février prochain. Et pour vous permettre de mieux comprendre tous les contours de cette réforme, j'ai sur ce plateau le directeur général des impôts, Monsieur Nicolas Dianossi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Boukari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, depuis le 2 décembre 2019, vous avez lancé la phase de généralisation de la réforme sur la facturation normalisée avec appel à l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation. En quoi consiste cette réforme? Merci beaucoup. Je voudrais saluer vos téléspectateurs et les responsables de votre chaîne de télévision. C'est pour la première fois en 2020 que je me présente ici pour éclairer l'opinion sur nos réformes. Et c'est pour ça que, même si c'est tard, je voudrais quand même profiter pour présenter les meilleurs vœux de la Direction générale des impôts à tous nos contribuables. Je leur souhaite une très bonne santé financière pour 2020. Cela étant, en ce qui concerne les factures normalisées, je voudrais dire que c'est une réforme qui est bien accueillie par les entreprises. Les entreprises ne remettent pas en cause le bien fondé de la réforme puisqu'elles ont compris le sens et l'intérêt de cette réforme. Cependant, il y a eu beaucoup d'intoxication, beaucoup de contre-vérités sur la réforme et c'est ça qui fait que il y a un branle-balle total au niveau d'une certaine catégorie de nos contribuables qui craignent des conséquences relativement à la réforme. Alors, en termes d'avantages, qu'apporte cette réforme aux contribuables et même à l'État? Aux contribuables et aux citoyens d'une manière générale, je dirais que la réforme vient obliger les entreprises à délivrer des factures et également aux consommateurs à réclamer les factures. Dans notre pays, nous n'avons pas la culture de réclamer la facture pour notre transaction, alors que c'est très important en droit. C'est la facture qui sert de preuve. J'aime bien à dire que les grands pays que nous imitons, dans ces pays-là, lorsque vous faites un achat, vous avez votre reçu. Plus tard, lorsque dans un certain délai, si vous exercez votre droit de rétractation, vous ne souhaitez plus avoir le bien ou le changer, vous pouvez vous présenter en magasin contre présentation du reçu pour procéder au changement de ce bien ou peut-être déposer le bien pour acquérir un autre. Sans le reçu, on ne peut pas tout faire. Et donc, on a pendant longtemps manqué dans notre pays d'une législation claire sur la facturation. C'est le cas aujourd'hui. Et on va continuer par faire les efforts pour avoir ce que je disais tantôt, à savoir la protection du consommateur par la facture, de sorte que sur la base de sa facture, il peut revenir pour changer ou pour modifier ses achats. Donc ça, c'est un avantage indéniable. Ensuite, le fait de délivrer la facture améliore la gestion de l'entreprise, permet à l'entrepreneur peut-être de voyager, d'avoir plus confiance en ce qu'il met devant pour gérer ses entreprises et d'avoir un compte rendu fidèle. Alors, quelles sont les Pour entreprises donc, qui sont concernées par cette réforme? J'en finirai avec les avantages pour Oui. dire que lorsque nous allons mettre vraiment en œuvre cette réforme, cela va réduire le nombre d'interventions des agents des impôts dans les entreprises, puisque nous aurons les informations en temps réel. Et à terme, on pourra donc envisager la baisse des taux d'impôt. Et de l'autre côté, pour l'État, forcément, l'assiette va s'élargir. Maintenant, qui sont ceux qui sont concernés Par la réforme? Je voudrais rappeler que la loi a posé le principe général.
Mais pour la mise en application de la loi, l'administration fiscale, le ministère de l'économie et des finances a adopté une stratégie de mise en œuvre progressive de cette réforme. Donc on a une première étape qui concerne exclusivement la TVA. Cela signifie que désormais, vous ne pouvez pas récupérer ou déduire une TVA que quelqu'un vous facture lorsque vous ne disposez pas d'une facture normalisée. Je voudrais rappeler à cette étape que le fait pour les entreprises de nous facturer, nous consommateurs, la TVA, n'est qu'un agrément que l'État donne à ces entreprises-là parce que l'État ne peut pas être derrière tous les consommateurs du Bénin et donc les entreprises ont reçu agrément de collecter la taxe. Malheureusement, il se fait que certaines entreprises, certaines personnes collectent la TVA et ne la reversent pas dans les caisses de l'État. Donc, le consommateur, en réclamant désormais une facture, facture normalisée, bien sûr, s'assure que la TVA qu'il a payée est reversée effectivement dans les caisses de l'État. Du côté de l'entreprise, elle ne pourra pas récupérer la TVA tant qu'elle ne figure pas sur une facture normalisée. Donc, pour conclure sur ce volet, je dirais que pour l'instant, la réforme ne concerne que les personnes qui relèvent en fiscalité de ce que nous appelons le régime du réel, c'est-à-dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions ou les entreprises qui sont des assujettis redevables de la TVA pour l'instant. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on a besoin d'acheter une machine pour la facturation normalisée et quel est son coût? Merci. Je dirais que la réforme, ce n'est pas la machine. La réforme, c'est la facturation normalisée. La machine n'est qu'un outil, un moyen de délivrer la facture normalisée. Et je précise qu'elle n'est pas le seul moyen. Parce que dans notre environnement économique, il y a des entreprises pour lesquelles la machine n'est pas adaptée à leur activité. Il y a plusieurs exemples. Je voudrais prendre les grands facturiers. Quand je suis au niveau des banques, du secteur des assurances, au niveau des entreprises comme la SBE, la SONEB, etc., on ne peut pas leur demander d'acquérir les machines au même titre que les épiceries, les hypermarchés qui vendent et qui font des encaissements cash. Donc, pour ces entreprises, nous avons un autre modèle, une autre méthode qui est dématérialisée pour pouvoir récupérer donc leurs factures. Et pour ces entreprises, nous sommes en train de les recevoir pour mettre ces moyens dématérialisés à leur disposition. Donc ces entreprises-là, au regard de leurs activités, ne peuvent pas acquérir une machine physique. Ça doit être dématérialisé. Il en est de même, par exemple, pour quelqu'un qui est gérant de plusieurs entreprises. Installé dans un seul local. Par le passé, sur la base de son seul ordinateur ou d'un logiciel de gestion de facturation, de gestion comptable, il arrive à gérer les 3 entreprises. On ne lui demandera pas d'acheter 3 machines. Donc ça, c'est des spécificités que nous avons au niveau de la réforme et les gens doivent se rapprocher de nous au lieu de se fier aux rumeurs. Il y a pour toute réforme, dans la phase de mise en œuvre au début des réformes, la période de résistance. Et c'est ce à quoi nous assistons. Donc cette période de résistance comporte entre autres la réaction des personnes qui ne souhaitent pas que la réforme avance. Or, c'est une très bonne réforme pour les entreprises. Donc, il y a ces spécificités. On ne demandera pas à une entreprise, par exemple, qui n'a que pour client l'État, d'éditer nécessairement et d'acheter nécessairement la machine pour ces opérations parce que la relation avec l'État est déjà tracée à partir de ce que nous appelons le système
de gestion des finances publiques, le SICFIP. Donc il y a de ces particularités. Malheureusement, ce qui est jeté dans l'opinion, c'est que tout le monde doit avoir la machine. La machine est le seul moyen. Quel est le coût de la machine? La machine n'est pas le seul moyen. J'ai entendu dire que le vendeur de piment doit délivrer une facture normalisée. Donc c'est des choses qui se disent donc pour plomber la réforme, et c'est pour ça que nous avons le droit de clarifier et d'avancer. Alors, sur la question du coût. Là, je voudrais marteler que l'administration publique, l'administration fiscale, n'a pas vocation à vendre des machines. Donc, moi, je ne pourrais pas me prononcer sur le coût parce que, à la date d'aujourd'hui, il y a 7 entreprises qui sont autorisées pour l'instant à commercialiser ces machines, et nous recevons encore d'autres demandes, et tous ceux qui le souhaitent peuvent commercialiser cette machine. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte. Donc, dans un premier temps, vous vous adressez à nous et nous disons simplement, vous avez votre registre de commerce, les attributs de votre entreprise, vous êtes autorisé à le faire. Mais malheureusement, ce que les gens ne comprennent pas, beaucoup pensent que c'est une opportunité d'affaires. Loin de là, ce n'est pas comme un ordinateur que vous allez acheter et demain vous pouvez commencer par vendre. Ce n'est pas ça. Lorsque vous achetez les machines, nous avons mis en place un cahier de charge. Vous devez fabriquer votre machine et elle doit pouvoir se conformer aux spécifications techniques, et c'est là l'enjeu. Donc nous, on regarde si les machines sont conformes aux spécifications techniques et nous étudions cela, et lorsque c'est validé, vous pouvez désormais commencer par vendre. Mais selon ce que les distributeurs nous disent, les prix comportent non seulement le coût de la machine, la formation et les frais d'installation. Alors, les contribuables évoquent donc la question d'indisponibilité de machines. Quelle est la situation? Je ne pense pas. Je sais simplement que des 7 qui sont autorisés pour l'instant à commercialiser cet outil, et il y en a 2 qui sont déjà prêtes, ces entreprises-là. Il y a un qui est déjà présent et le second bientôt, parce qu'on vient d'achever pratiquement la phase de certification de ces machines. Donc, dans quelques jours, il y aura un second, il y aura forcément un troisième, et là, ces situations vont se normaliser. Je crois que ce qui se passe, c'est que le temps d'acquisition de la machine il y a un temps pour l'acquisition de la machine et le temps des paramétrages. C'est ça qui peut durer quelques jours. Donc, je voudrais profiter de votre antenne pour inviter les 5 autres qui ont reçu l'autorisation de le faire, de s'empresser pour venir nous présenter leur modèle de machine afin qu'on puisse certifier et qu'ils soient nombreux sur le marché pour que le jeu de la concurrence puisse se faire. Alors, le délai fixé aux entreprises, comme je le disais dans mon introduction, c'est le 29 février prochain. Passé ce délai, quelles sont les sanctions prévues? Les sanctions sont prévues effectivement par la loi de finances pour la gestion 2020. Il y a des amendes, il y a également des mesures de fermeture. Cependant, je dirais ici que nous privilégions plutôt l'approche pédagogique, la sensibilisation. Même au-delà de cette période-là, nous allons continuer par sensibiliser, par inviter les entreprises, surtout celles qui ont des cas spécifiques, celles qui ont des difficultés, à continuer par se rapprocher de nous pour que nous puissions leur donner les bonnes informations. Alors, dans la loi de finances gestion 2020, il est inscrit le remboursement des machines aux contribuables. Que couvre exactement ce remboursement? Effectivement, lorsque les entreprises acquièrent ces machines et les utilisent effectivement, il y a un remboursement qui est étalé, le remboursement du coût d'acquisition de cette machine qui est étalé sur 3 ans au maximum. Cependant, l'administration envisage de rembourser dans un délai plus court,
par exemple, un remboursement immédiat sur 2020 pour favoriser un peu, pour soulager les entreprises de leurs problèmes de trésorerie. Alors, 2 ou 3 mots pour finir votre appel. Merci. Je voudrais une fois encore inviter tous les entrepreneurs à la patience et à la tolérance. Le début de toute réforme passe par cette étape. Il y a bien des gens qui ne souhaitent pas que cela puisse se faire. Or, l'intérêt de nous tous, c'est l'élargissement de l'assiette afin que le nombre de contributeurs puisse augmenter dans notre pays. Donc je les invite à la patience et à se rapprocher de nous pour des explications. Pour l'instant, donc les petites et moyennes, les TPS ne sont pas